Bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. On est absolument ravis de vous accueillir avec Ghislain pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet ô combien complexe, critique, actuel, qui est comment faire le bon choix en termes d'hébergement et d'infogérance en 2026 et après, considérant la transformation du monde que nous vivons aujourd'hui. Ghislain, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Ghislain Segui, CTO de Perfecto Group et j'ai un historique depuis une vingtaine d'années, 20-25 ans, sur toutes les problématiques d'hébergement et d'infogérance, en ayant été moi-même dans ce métier depuis de longues années. Et je suis Marine Sorocco, présidente d'Adimeo, et depuis 15 ans maintenant, les équipes d'Adimeo et de Perfecto collaborent ensemble pour construire, maintenir, héberger, faire évoluer des plateformes exigeantes et robustes pour tous nos clients. Très brièvement, pour vous dire qui on est chez Adimeo, notre job au quotidien, c'est de vous accompagner pour faire du digital un levier de votre développement. On a pour raison d'être principale l'enjeu d'innover, d'accompagner, de transformer pour ensemble bâtir un futur numérique durable, équitable et inclusif, avec l'humain au cœur. Et on a chez Adimeo 4 grandes expertises. Une expertise en conseil et stratégie, où on vient vous accompagner à définir vos feuilles de route de transformation, vous accompagner, faire de la conduite du changement sur tous les sujets numériques. On vient vous accompagner pour designer, imaginer, co-concevoir vos interfaces. On travaille sur également tous les enjeux de production technique des plateformes, de sites, d'applications métiers, d'intranet. Et on vient maintenir dans la durée ces plateformes-là. Et on vous accompagne également sur des sujets de marketing et de CRM. On est intégrateur HubSpot et on vient vous accompagner pour travailler tous les enjeux de notoriété, visibilité et acquisition. Ghislain, je te laisse présenter Perfecto. Alors, chez Perfecto, on est hébergeur et infogéreur. Donc, notre mission, c'est de proposer des hébergements et de l'infogérance qui va avec. Donc, on propose des solutions, des solutions d'hébergement performantes, sécurisées, avec une interopérabilité. On s'adapte aux différentes architectures pour le besoin des applications de nos clients, et on valorise particulièrement tous les aspects de souveraineté et de gouvernance des données, qui sont des éléments qui nous tiennent particulièrement à cœur, notamment ça va être un des sujets qu'on va aborder dans la situation actuelle à travers le monde. Les quatre points qu'on développe chez nous: hébergement, voilà, on fournit des hébergements. Deuxièmement, alors on est agnostique par rapport aux fournisseurs d'infrastructures. Donc on peut travailler aussi bien avec avec différents types de fournisseurs. On va travailler sur la partie infogérance, donc ça consiste à accompagner les clients et surveiller les plateformes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et maintenir en opérationnel tout ça. Maintien en conditions de sécurité, ce sont des éléments qui sont effectivement aujourd'hui extrêmement sensibles, puisque c'est un vecteur de communication et un vecteur d'entrée sur le SI des entreprises. Donc on fait particulièrement attention à la sécurité, et on fait du consulting, donc on va audit, analyse de l'existant, et conseil sur l'évolution et sur les solutions à mettre en œuvre. On ferme cette petite page de pub et on va s'intéresser maintenant au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est que dans un monde en mutation, je ne vais pas vous faire la leçon, vous la connaissez bien mieux que moi, vos infrastructures IT deviennent un levier stratégique. Ce qu'on souhaite vous apporter aujourd'hui, c'est vous donner quelques clés d'éclairage sur comment faire les bons choix au bon moment pour garantir la résilience, la conformité et la performance de vos plateformes. Je vous parlais de ce monde en mutation. On va s'intéresser aux enjeux géopolitiques, géostratégiques,
qui justement, jusqu'à présent, nous faisait croire que dans la lignée de la fin de la guerre froide, le sujet géopolitique, géostratégique n'était plus un sujet pour nous, Européens, ce qui n'est plus du tout le cas depuis ces dernières années. Les enjeux de pression réglementaire, particulièrement en Europe, comment on y fait face, qui se cumulent à des sujets liés à la révolution majeure qu'on vit tous, liée à l'IA, et en toile de fond, aujourd'hui moins prégnant, mais tout aussi essentiel, les enjeux de RSE. Si on s'intéresse d'abord au sujet des mutations géopolitiques, ce qu'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui, le numérique n'est plus un espace neutre. On va parler de géopolitique des data centers. Je vais te laisser, Ghislain, nous expliquer un petit peu pourquoi, de manière assez concrète, le numérique est un territoire stratégique d'action, au même titre que pouvaient l'être l'énergie, la santé, pour tous les pays et nations du monde. Alors effectivement, merci Marine, c'est la géopolitique rentre vraiment au cœur de tout ce qui est alors, data center et de manière générale le monde numérique. Aujourd'hui, on pensait on pensait effectivement depuis la guerre froide que les Américains étaient plutôt nos amis et que les Chinois étaient peut-être plutôt nos ennemis. Si on peut aller jusque là, on s'aperçoit que le monde n'est pas aussi manichéen et que on a des tout le monde. Il faut qu'on fasse attention un petit peu à tout ce qui est tous les gens qui nous entourent parce que on est vu comme un territoire de chasse pour notamment pour les grandes puissances de ce monde. Aujourd'hui, les data centers stockent des données, mais il y a énormément de facteurs qui vont venir jouer sur la capacité des États à venir regarder les données qu'il y a à l'intérieur ou la capacité à récupérer ces données de manière plus ou moins légale. Si on peut passer au slide suivant. Pardon. La fin de la aujourd'hui, jusqu'à présent, on ne peut plus se le cacher. 80% par exemple des investissements dans la tech vont vers des aspects, vers la tech américaine notamment, mais aussi éventuellement sur la tech chinoise avec tous les grands acteurs qui peuvent exister là-bas. Cette dépendance, elle est extrêmement forte et elle prend deux éléments. Enfin, il y a deux éléments importants. La dépendance technologique, c'est-à-dire qu'on est dépendant de technologies qui vont être aux mains potentiellement de sociétés étrangères ou d'États, voire d'États étrangers. Je pense là, par exemple, aux problématiques liées à VMware. VMware, quand VMware a été racheté il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont décidé d'augmenter les prix de manière importante. Et tous les gens tous les clients qui étaient liés de manière forte, qui étaient dépendants technologiquement de VMware, ont été obligés d'accepter cette augmentation de prix parce qu'il était compliqué d'évoluer. Cette dépendance est quelque chose qui est extrêmement problématique et qui ne nous permet pas de choisir de manière souveraine la direction dans laquelle on veut aller. Ça, c'est vraiment la partie technologique et presque la partie la plus visible. La partie qui est peut-être moins visible aujourd'hui, c'est la partie réglementaire. Aujourd'hui, il y a des lois aux États-Unis, mais aussi en Chine, qu'on va appeler des lois extraterritoriales, qui font qu'il est possible pour les agences américaines d'intervenir et de venir récupérer des données où qu'elles soient à travers le monde, à partir du moment où les données sont gérées par une entreprise américaine. Puis AWS, par exemple, dit que que les données sont protégées parce qu'elles sont hébergées dans des data centers en Europe.
Ceci est faux. Ceci est faux parce que les lois américaines, les lois extraterritoriales américaines disent si les données, si les informations sont sont gérées par une société américaine, moi, gouvernement américain, on peut venir intervenir sur les données et venir récupérer les données où qu'elles soient à travers le monde. C'est la même problématique, l'extraterritorialité du dollar américain. Vous faites une transaction en dollars américains. Vous êtes soumis à la loi américaine. Donc, cette dépendance vis-à-vis notamment des US, que l'on pensait être notre allié pendant très longtemps, est quelque chose qui est problématique. Ouais. Et ça, c'est assez majeur et on voit, je trouve, dans l'actualité récente de la tech, en France et en Europe, une prise de conscience très nette de ce sujet-là. Et moi, j'ai 2 exemples en tête. Là, en février, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu un nouvel appel d'offres qui est sorti pour trouver un nouvel hébergeur des données de santé françaises. Et dont Microsoft Azure était le précédent titulaire. Et là, très clairement, ce nouvel appel d'offres, il a fait parler pas mal de lui parce que, de manière très explicite, cet appel d'offres exclut les fournisseurs soumis à des lois extraterritoriales. Ça, c'est hyper important. Et on a aussi un autre exemple sur, je crois que c'était même chose en février dernier, ce mois-ci, là, tout récemment, où le gouvernement français a annoncé que les agents publics devaient abandonner les services de visioconférence étrangers, comme Zoom, Teams, Webex, etc., pour adopter une solution nationale française, Visio, elle s'appelle, d'ici 2027. Donc, il y a un mouvement de prise de conscience assez significatif sur ces sujets-là, mais aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu, c'est est-ce qu'on veut? Ça, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément aligné sur ce sujet. C'est surtout est-ce qu'on peut aujourd'hui le faire. Et c'est bien tout l'enjeu. Quand on voit 80% des parts de marché aujourd'hui des GAFAM sont tenus, les GAFAM donc américains tiennent 80% des parts de marché, on est sur un vrai sujet de position monopolistique dont il est très très difficile de sortir parce qu'aujourd'hui à date, on n'a pas les moyens technologiques de le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que l'Europe, depuis quelques années, on en parle particulièrement depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, mais depuis quelques années, a énormément travaillé sur des réglementations pro-européennes qui ont été beaucoup critiquées. Il y a un adage qui existe, assez vieux, si vous le connaissez, il est assez flagrant et on s'en sert souvent, qui est de dire les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. C'est très vrai. Mais aujourd'hui, on a la chance en Europe d'avoir un arsenal réglementaire extrêmement puissant sur lequel on peut s'appuyer aujourd'hui. Et c'est ce qui met justement en colère les Américains. C'est pour ça qu'on a des grandes déclarations d'intérêt sur les différents congrès, forums de ce cher vice-président américain. C'est parce que justement, aujourd'hui, on cherche à faire appliquer ces réglementations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Ghislain, sur ces différentes typologies de réglementation ? Tout à fait. Alors, on a effectivement un certain nombre de réglementations. Alors, la fameuse GDPR, qui est le RGPD en version française, qui est bien connu et qui est appliqué et qui pose effectivement un certain nombre de problèmes notamment aux Américains, parce que eux ne considèrent pas les données personnelles comme de la même manière que celles que l'on peut voir, que la même manière que celles dont on les voit en Europe. D'autres directives aujourd'hui viennent de l'objectif de protéger un petit peu le marché en Europe, mais aussi de l'évolution de la sécurité qui est nécessaire pour le fonctionnement de la vie numérique des Européens. Je pense là notamment à tout ce qui est NIS 2, qui est une directive qui va par rapport à la NIS 1 qui s'applique. Donc c'est une directive sur des besoins en termes de sécurité, du système d'information, et qui s'applique à de plus en plus de secteurs et de plus en plus de sociétés. C'était réservé aux très grandes sociétés jusqu'à présent. La version NIS 1, la version NIS 2 s'applique de manière beaucoup plus profonde dans le tissu économique. On va trouver aussi DORA, qui est une autre, là plus axée sur les aspects de résilience, et qui qui elle aussi va s'appliquer de manière beaucoup plus profonde dans le marché en Europe.
On a aussi deux autres, enfin, on dirait, pardon, on va finir sur le côté doctrine cloud-au-centre, qui est ça, est véritablement la doctrine du gouvernement français, qui est de pousser les acteurs à aller vers le cloud. Mais c'est là où il y a effectivement une petite problématique, c'est que la problématique Secnum Cloud. Secnum Cloud, aujourd'hui, est une solution qui est portée par l'ENSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le RSSI de l'État. Et le RSSI de l'État ne pousse pas dans la réglementation Secnum Cloud une préférence nationale ou une préférence à minima européenne pour l'hébergement du cloud, l'hébergement dans le cloud. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un label Secnum Cloud qui a été accordé à une société avec une forte composante américaine. Et ça pose de vrais problèmes vis-à-vis des acteurs existants qui ont investi énormément d'argent pour avoir cette qualification Secnum Cloud et qui ne pourront pas en tirer véritablement le bénéfice parce qu'aujourd'hui, une société comme Sens a été validée avec Secnum, a obtenu la qualification Secnum Cloud alors qu'elle est directement liée à des problématiques, à une société américaine qui est Google, en l'occurrence, puisque c'est des services de Google. Les services de technologiques sont fournis par Google. Je ne vois plus les slides, Marine. Ah, merci. Donc voilà, tout ça, c'est un arsenal extrêmement intéressant qui permet de forcer un petit peu on va dire les extra-européens quand ils viennent sur le marché européen de se conformer à un certain nombre de réglementations que nous, on applique en Europe pour le bien des données personnelles, pour le bien de la sécurité ou pour le bien de la résilience de nos infrastructures numériques, qui n'est pas forcément celle qui est appliquée dans les autres pays. Alors, dans la partie, voilà, on a appelé ce slide « Le temps de la stratégie IT souveraine est venu » parce que le message clé que je voudrais faire passer ici, c'est que, en fait, il faut, en tant qu'acteurs de ce marché, les acteurs de ce marché ont besoin que les gens votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'il y ait une forme de préférence nationale, une préférence européenne. Les acteurs de l'écosystème français et européen ont besoin que les clients choisissent leur solution au détriment de solutions étrangères, parce que les solutions étrangères sont, je dirais, pour moi, c'est un peu le syndrome du dealer de drogue. Ils vous donnent un certain nombre de services, enfin, ils vous permettent d'accéder à un certain nombre de services gratuitement pendant un certain temps. Et une fois que vous êtes habitué à utiliser leurs services, effectivement, vous devenez naturellement client auprès de leurs services. Et ça pose effectivement, je dirais, un vrai problème parce que ça ne permet pas au marché en Europe de se développer et de proposer des services aussi avancés que ceux que peuvent proposer les GAFAM notamment. Donc ça, c'est vraiment un élément important et un élément dans la réflexion quand vous souhaitez choisir votre hébergement, c'est est-ce que je maîtrise complètement tant la partie juridique que la partie technologique et que je ne me mets pas des menottes. Si je choisis d'aller dans un cloud américain, je vais être peut-être menotté avec les différents services que je vais utiliser, alors que je peux éventuellement
fournir exactement le même service ou avoir exactement le même service, soit auprès d'acteurs européens, et il en existe un certain nombre, soit tout simplement en n'utilisant pas ces services managés et en utilisant d'autres types de solutions pour rendre exactement le même service à mes utilisateurs. Vas-y, Marine. Ouais, j'y vais. Il y a donc ce que tu dis là un peu, Ghislain, hein, c'est que cette incertitude géopolitique transforme l'hébergement en un enjeu de souveraineté, de résilience, finalement une stratégie business. L'enjeu, c'est plus où je mets mes données, mais plutôt à qui je peux faire confiance et surtout à quel coût. Donc on est vraiment dans un arbitrage de coût versus souveraineté versus sécurité assez majeur. Je voudrais maintenant qu'on passe sur l'enjeu des mutations technologiques. C'est-à-dire que concomitamment à ces changements, transformations géopolitiques, géostratégiques, on se retrouve aujourd'hui vers des évolutions technologiques majeures où on va passer du cloud par défaut au cloud sur mesure. Je te laisse, Ghislain, nous expliquer un petit peu ce qu'il y a. Tout à fait. Jusqu'à présent, les architectures étaient pensées avec un certain nombre de critères qui étaient des critères tout à fait importants. La sécurité effectivement est un élément dans la vie numérique qui est extrêmement important. Le coût. Bon, on ne peut pas nier que une solution qui serait très bien, mais qui est horriblement chère, va poser effectivement un problème. La résilience. Aujourd'hui, on parlait de réglementation. DORA impose des formes de résilience dans les différents services. Et la vie numérique est tellement incluse dans notre quotidien qu'il est nécessaire d'avoir une résilience des différents services qu'on propose à nos clients, à nos utilisateurs. La performance en fait partie, mais il faut aussi noter deux éléments, et ça fait écho à ce qu'on disait précédemment. La réglementation. Quelle réglementation s'applique sur mes données? Comment est-ce que je dois protéger les données? Est-ce que je peux les mettre n'importe où? Est-ce que je peux les soumettre à n'importe quelle réglementation extraterritoriale, étrangère? Le RGPD s'applique dans toute l'Europe. Vous pouvez héberger vos données en France comme dans tous les pays européens. Ça ne pose aucun problème. Est-ce que j'accepte que mes données soient transférées d'une manière ou d'une autre aux États-Unis ou auprès d'une société américaine et donc susceptibles d'être récupérées par les pouvoirs publics américains, par exemple? Et l'autre élément qui est important, c'est que on peut être amené au cours de la vie d'un projet à changer de prestataire de cloud, et donc il est important de faire attention à tous les aspects réversibilité, portabilité. Les Américains sont là aussi, les GAFAM sont très forts là-dedans. Ils vous font venir, et une fois que vous êtes venu, après vous avoir un petit peu avec un vendor lock-in important sur les services, quand vous voulez partir, ils vous disent attention, non, il faut payer pour pouvoir récupérer vos données et partir. Ça, c'est un élément sur lequel la Commission européenne a tenu à faire évoluer les choses en imposant que la réversibilité ne soit pas quelque chose de coûteux et même de facturé pour les utilisateurs. Donc voilà, il faut faire attention pas uniquement aux aspects coûts, mais aux différents éléments qu'on vient d'évoquer, et ce sont tous des critères importants, même si c'est des critères qui sont un peu cachés je pense notamment à la réversibilité, parce qu'on ne s'en aperçoit qu'en fin de contrat. Donc c'est un élément auquel il faut faire particulièrement attention dès le départ. Et puis il y a un autre enjeu, c'est tous les basculements aujourd'hui de l'IA dans l'écosystème de l'hébergement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a effectivement un basculement des infrastructures, des infrastructures qui sont liées à l'IA. L'IA est extrêmement consommatrice de données. Là aussi, il faut stocker ces données.
on ne veut pas forcément que les LLM, les systèmes d'IA qu'on va utiliser soient pilotés d'une manière ou d'une autre par quelqu'un qui n'a pas forcément la même façon de voir les choses que nous. Donc là aussi, il faut faire particulièrement attention à lien qu'on va être amené à faire avec entre les systèmes existants et les systèmes d'IA qui peuvent être utilisés au sein des différentes architectures qu'on met en place. Donc là encore, la localisation de la donnée, la portée juridique des entités sur les données qu'on va être amené à manipuler sont des éléments qui sont extrêmement importants et sur lesquels il faut absolument faire attention et prendre conscience dès la contractualisation ou dès la formalisation des besoins pour éviter des déconvenus et des données qui partent un peu n'importe où à travers le monde. L'automatisation. L'automatisation maintenant. L'automatisation est un élément. Alors l'automatisation, ça fait des années et des années qu'on en parle. On y arrive de plus en plus. Toutes les technologies qui évoluent, enfin toute l'évolution des technologies sur les derniers 15-20 ans ont permis d'atteindre un niveau d'automatisation aujourd'hui qui est effectivement extrêmement important avec tout ce qu'on va appeler CI/CD, donc déploiement continu, intégration continue. Donc ça va être ce sont des systèmes qui permettent de passer du code, de je suis développeur, je code, à l'application web que j'ai codée est disponible en ligne pour tous les utilisateurs, ou je fais une correction et ma correction est disponible pour tous les utilisateurs avec un maximum de sécurité. Donc, on va avoir des systèmes qui vont vérifier au fur et à mesure que le code n'a pas de bug, que le code n'a pas de problème de sécurité, qu'il n'y a pas de problème de performance. Et donc, on va être amené à pousser les différentes informations directement de manière complètement automatique. Ça, l'évolution du cloud aujourd'hui permet cette automatisation poussée à l'extrême où on va peut-être même inclure des problématiques liées à l'IA pour valider un certain nombre de choix techniques. Mais ça permet d'atteindre un niveau d'automatisation important et d'accélérer les temps de développement qu'on peut être amené à constater. Parce que quand tout est automatique et qu'il n'y a pas d'action manuelle au fil des pipelines, comme on les appelle, et à ce moment-là, on va plus vite et on délivre une valeur pour les utilisateurs qui est plus importante, plus rapidement. La sécurité. La sécurité, on en a parlé tout à l'heure, la sécurité est un enjeu aujourd'hui qui est absolument vital. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on entende parler d'un problème de sécurité, d'une brèche qui a été dévoilée chez tel ou tel fournisseur. Notamment dans toute la partie web, c'est quelque chose d'important. À partir du moment où vous manipulez des données pour vos clients, il est important, clients, utilisateurs, peu importe, il est important de bien protéger ces données. Et cette sécurité by design, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne en compte la sécurité dès le départ. Il y a des éléments des éléments de sécurité qu'on ne peut pas ajouter par-dessus. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un gros firewall devant sa porte si on laisse des trous de sécurité à différents endroits. Ça consisterait à avoir une super porte blindée, mais laisser la porte, la fenêtre ouverte et n'importe qui pourrait rentrer dans la maison. Donc, il faut effectivement prendre la sécurité à tous les niveaux, aussi bien au niveau architecture qu'au niveau mise à jour,
qu'au niveau de la sécurité qu'on peut avoir avec les différents protagonistes de son système d'information, aussi au niveau applicatif, avec application des mises à jour, application des bonnes pratiques de sécurité pour sécuriser l'intégralité des applications web qu'on peut être amené à déployer et à héberger dans le cloud ou on-premise. Ça ne fait pas de mal. Ce qu'on voit donc là avec ce que tu nous dis, Ghislain, c'est que toutes ces mutations technologiques viennent imposer une forme de réinvention de nos modèles d'infrastructure. Et que la manière dont on déployait, gérait des infrastructures il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, n'a plus rien à voir avec la manière dont on doit le faire aujourd'hui, aussi bien en termes de gouvernance d'équipe que d'outillage. Et tout ça va extrêmement vite. On est plus dans une logique de plus je fais héberger mes données, mais je dois concevoir, piloter, gérer des architectures qui sont très dynamiques, qui doivent s'adapter aux menaces de sécurité en permanence, et donc avec un enjeu d'évolutivité extrêmement fort. Le troisième sujet que je voudrais aborder maintenant avec vous, c'est le sujet des engagements d'éco-responsabilité. Ce qu'on constate sur ces dernières années, c'est évidemment que ces sujets-là passent largement en arrière-plan de l'actualité journalistique, pour plein de raisons, facteurs conjoncturels. Néanmoins, et que surtout, on voit cet aspect-là essentiellement maintenant désormais sous le prisme plutôt réglementaire. Je pense qu'aujourd'hui, les deux sujets d'enjeux géopolitiques et d'enjeux d'éco-responsabilité peuvent au contraire s'engager dans un cercle vertueux et aller de pair. Vous devez répondre à des enjeux environnementaux et des enjeux sociétaux. Je vais te laisser nous parler un peu, Ghislain, de la fin du cloud sans limite. Alors, la fin du cloud sans limite, c'est... il faut pas voir, je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est-à-dire que on a pendant longtemps, on utilisait du matériel, on consommait le matériel dédié et on utilisait très peu de ressources véritablement sur les machines. Le cloud a apporté cette capacité de virtualisation et d'utilisation beaucoup plus avancée. Dans le cloud, une machine physique est utilisée à 70 ou 80% en permanence. Là où un serveur dédié, si vous prenez le serveur pour vous tout seul, c'est 5% maximum qui est véritablement utilisé sur la machine au cours de sa vie. Donc, on a une vraie évolution, mais l'arrivée du cloud fait qu'on a déployé plein de choses, on a mis en place, on a démultiplié l'utilisation qu'on peut faire des ressources informatiques, et il faut raison garder et faire attention, rester dans un niveau d'utilisation des ressources qui soit le plus pertinente. Par exemple, pensez à arrêter les ressources quand elles ne sont pas utilisées. Pensez à optimiser au maximum, que ce soit tout le code source qu'on va déployer sur les machines, ou que ce soit les ressources allouées à chacun des services. Ne pas utiliser trop de ressources pour un service qui n'en a pas besoin, uniquement parce qu'on va en avoir besoin une fois par an, le jour où on va avoir un pic de trafic particulier. Donc, il y a effectivement, il faut là aussi penser by design à une utilisation sobre et raisonnée des différentes ressources, quitte à grossir quand on en a besoin, mais à aussi diminuer les ressources qu'on va être amené à utiliser quand on n'en a pas besoin, et vraiment toujours coller au plus près des besoins des plateformes qu'on met en place. C'est effectivement un critère de pilotage extrêmement important. On sait qu'aujourd'hui, l'ADEME dit qu'on va consommer, c'est 2 à 3% de l'électricité consommée en France
correspond au data center et que ça va doubler ou tripler d'ici une dizaine d'années en termes de consommation. Donc, il faut qu'on arrive collectivement à utiliser de manière pertinente et le plus efficiente possible l'intégralité des ressources numériques qu'on peut être amené à développer. Voilà, il y a des choses toutes simples, tant au niveau infrastructure pure, déjà choisir des fournisseurs qui sont les plus pertinents, donc des gens encore une fois, on va dire, la réglementation et la prise de conscience est parfois beaucoup plus importante en Europe qu'ailleurs à travers le monde, avec les réglementations qu'on peut avoir. Je pense aux différents engagements que peuvent avoir les data centers sur le data center, il y a un pacte des différents fournisseurs de data centers pour réduire l'empreinte carbone des data centers, pour l'utilisation ou le réemploi du matériel informatique, etc., etc. C'est aussi un critère quand on fait un choix d'hébergeur ou d'infogéreur, d'aller vers une sobriété numérique pour limiter l'impact de notre activité ou de votre activité sur la Terre, quoi. Pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit à l'instant, le cloud, évidemment, est devenu une infrastructure par défaut, mais pas pour tout, et avec un certain nombre de points de vigilance, de souveraineté, de sécurité business. On parle de vendor lock-in, mais celui-ci est très prégnant aujourd'hui sur le marché. Dans le respect des exigences réglementaires qui se font beaucoup plus contraignantes et coercitives, avec des pénalités très importantes sur des enjeux de GDPR notamment. Et évidemment, conserver à l'esprit l'enjeu de sobriété numérique pour construire un cercle vertueux dans la moindre consommation, le moindre coût et le respect de la souveraineté nationale. En gros, ce qu'on voudrait résumer aujourd'hui par ce qu'on vient vous dire, de ce que vient de vous dire Ghislain, c'est que quand vous faites le choix d'un hébergement, d'un infogérant, vous devez avoir 5 axes d'analyse. C'est traditionnellement ce qu'on conseille à nos clients quand ils sont dans des réflexions de choix d'hébergement. Évidemment, le premier axe, c'est l'enjeu de l'alignement stratégique par rapport à la trajectoire de l'organisation, en termes de scalabilité, d'agilité, de réversibilité. Ghislain l'a bien dit, hein, anticiper les cas de réversibilité et leurs coûts et leur impact sur vos équipes. Un enjeu risque et contrainte. Quel est mon niveau de conformité réglementaire qui est attendu? Quel est l'enjeu de souveraineté pour mes données? Et quelles sont les pratiques de security by design que je peux mettre en œuvre? Le troisième axe est l'axe sociétal et environnemental. Comment est-ce que mon organisation se positionne sur ces sujets-là? Et comment je peux mesurer l'empreinte carbone des choix que je fais? Les critères techniques sont également particulièrement importants dans cet enjeu d'agilité, d'évolutivité, de scalabilité, pour garantir des SLA ou en tout cas une disponibilité maximale au regard de vos contraintes business. Et enfin, évidemment, l'enjeu économique, sur lequel il faut avoir une visibilité globale de l'infrastructure que vous déployez. Le coût total de possession sur 3-5 ans de la techno, qui inclut les savoir-faire, les montées en compétences, pas que les coûts, en quelque sorte, purs d'hébergement. Évidemment, les coûts de migration au départ, à l'arrivée, et la rentabilité ou la flexibilité que peut vous apporter le dispositif que vous aurez choisi. Voilà pour résumer un peu l'intervention de Ghislain aujourd'hui sur tous ces enjeux clés d'hébergement, d'infogérance pour 2026. Si vous vous posez encore des questions, si vous avez besoin d'accompagnement ou d'aide sur ces sujets-là, on travaille sur des audits d'existence, de performance, de scalabilité, de sécurité, de résilience de vos infrastructures existantes. On vous accompagne dans les choix. On fait des travaux d'AMOA sur ces environnements-là. On vous accompagne pour déployer des environnements résilients et sécurisés, travailler l'optimisation des performances et vous accompagner dans toute la démarche Move to Cloud. On s'arrête maintenant sur ce webinaire. Je vous invite éventuellement, si vous êtes intéressé par d'autres sujets, à venir voir 2 autres webinaires un peu différents quand même de ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Un premier sur les risques des projets web
webinaire qui sera piloté par 2 chefs de projet, directeurs de projet chez nous en mars prochain, et un webinaire très spécifique pour les acteurs du tourisme, qu'on accompagne assez souvent sur les enjeux de l'IA et de l'automatisation, pour eux. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je m'excuse pour les problèmes de son, sur lesquels je me suis rendu compte un peu tard que mon micro devait être coupé, ce qui expliquait un petit peu le jonglage d'écran. Je vous remercie pour votre participation et je vous propose dès à présent de passer sur la session de questions-réponses, si vous en avez. C'est à vous, s'il y en a déjà dans le chat. Et oui, et merci effectivement à ceux qui mettent des commentaires sur le webinar. Ça nous permet de savoir dans quelle mesure il a répondu à vos attentes, mis à part les problèmes de son, évidemment. Nous n'avons pas de questions pour l'instant. C'est toujours délicat quand il n'y a pas de questions. Soit nous n'avons pas du tout été clairs, soit particulièrement, soit pas intéressant au choix, mais je vous laisse nous dire. Bien. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, Ghislain, je pense qu'on va... Merci à tous pour votre présence, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous, Marine, moi ou d'autres, et on sera ravis de pouvoir échanger en direct. Merci, à très bientôt. Au revoir.